Chaque année, plus de 4 millions de tonnes de profils structurels creux sont produits dans le monde, et ce, rien qu'aux États-Unis. Imaginez un peu, ce serait suffisant pour construire 400 tours Eiffel chaque année. Mais derrière ces chiffres gigantesques se cache le silence de géants d'acier que nous ne voyons pas, car ils se dissimulent à l'intérieur des bâtiments, des ponts et des machines. Comment, à partir de ferrailles rouillées, naissent des tubes capables de supporter le poids de ponts entiers et les tempêtes du temps? Et quel secret les rend à la fois légers et extraordinairement résistants? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous découvrirez un secret dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Le marché des profils structurels creux, où nos tubes à parois épaisses sont rois, représente une part énorme de l'industrie sidérurgique américaine. Chaque année, le pays produit plus de 4 millions de tonnes de ces tubes. Ce chiffre est tout simplement vertigineux. Pour que vous compreniez, le poids de tout l'acier de la Tour Eiffel est d'environ 10 000 tonnes. Cela signifie qu'en un an, les usines américaines produisent suffisamment de tubes carrés et rectangulaires pour construire 400 tours Eiffel. C'est une véritable forêt de géants d'acier qui pousse chaque année. Simplement, nous ne la voyons pas, car elle est cachée à l'intérieur des structures. Des montagnes de vieilles ferrailles, restes de voitures, de structures de bâtiments, de vieilles machines-outils, attendent leur renaissance par le feu. Une grue gigantesque équipée d'un électroaimant ramasse ce bric-à-brac et le charge dans un four à arc électrique. Là, dans un enfer rugissant où la température atteint 1600 degrés Celsius, cette ferraille se transforme en un lac bouillonnant et éblouissant d'acier liquide. Dans ce bain de fusion, comme un grand chef, on ajoute des épices, des éléments d'alliage, pour que le futur tube soit non seulement solide, mais aussi capable de résister à des charges extrêmes, sans se fissurer par grand froid. Ensuite, cette rivière de feu s'écoule dans une machine de coulée continue, où elle refroidit et se solidifie, se transformant en longues et massives ébauches d'acier. Pour notre futur tube, ce sont généralement d'épaisses billettes rondes, appelées des blooms. Des couteaux automatiques en découpent des morceaux de la longueur souhaitée. Et ces cylindres chauds, mais déjà solides, sont prêts pour le plus intéressant. C'est notre ébauche, notre morceau de pâte brute. Mais comment y faire un trou, alors qu'il est dur comme la pierre ? Pour cela, on l'envoie dans un four de réchauffage, où sa température est à nouveau portée à l'état plastique idéal, 1250 degrés. Et de là, chauffé à une lueur jaune éblouissante, il arrive au banc de perçage. C'est le cœur de tout le processus, et c'est de la pure magie industrielle. Imaginez deux énormes cylindres, semblables à des tonneaux, qui tournent dans la même direction. Ils sont installés en angle l'un par rapport à l'autre. Le cylindre d'acier chaud est introduit entre eux. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Les cylindres, en tournant, non seulement poussent le cylindre vers l'avant avec force, mais le font aussi tourner sur lui-même à une vitesse folle. À cause de cette rotation et de cette compression, des contraintes colossales apparaissent au centre même du cylindre métallique, et le métal s'y fragilise, comme s'il se préparait à se rompre. Et à ce moment précis, de l'autre côté, une broche de perçage spéciale, ou mandrin, est avancée à sa rencontre. Il pénètre dans ce centre fragilisé, comme un couteau dans du beurre, et perce littéralement l'ébauche massive de part en part, la transformant en un tube à parois épaisses, une ébauche creuse. C'est un spectacle incroyable. Un morceau de métal plein devient creux en quelques secondes. Et tout cela se passe dans un vacarme et un grincement qui font trembler le sol. Mais maintenant, nous avons un tube rond, et il nous en faut un carré. Notre ébauche creuse, chaude et fraîchement percée, arrive immédiatement à l'étape suivante, le train de formage.
C'est une série de paires de cylindres, mais ils ne sont plus ronds. Ils ont des calibres spéciaux, dont la forme passe progressivement du rond au carré. Le tube s'engouffre dans la première paire de cylindres, qui le comprime légèrement sur les côtés. Puis il pivote de 90 degrés et entre dans la paire suivante, qui le comprime sur les autres côtés. Et ainsi, pas à pas, en passant par plusieurs de ces portes, notre tube rond se transforme sous nos yeux en un tube parfaitement carré. C'est comme un sculpteur habile qui, coupe après coup, donne à la pierre la forme souhaitée. Les derniers cylindres, ceux de finition, calibrent le tube avec une précision incroyable, garantissant que toutes ses parois ont la même épaisseur et que tous ses angles sont parfaitement droits. Les dimensions standards sont impressionnantes. Il existe des tubes de section 500 par 500 mm. C'est un demi-mètre de large. Et l'épaisseur de la paroi de tels monstres peut facilement dépasser 25 mm. Imaginez une paroi d'acier aussi épaisse qu'une grosse encyclopédie. Le poids d'un tel tube est tout simplement colossal. Un seul mètre de ce tube peut peser plus de 370 kg. C'est comme le poids de 4 hommes adultes, debout sur chaque mètre de sa longueur. Et un tronçon standard de 12 mètres pèsera plus de 4 tonnes et demie. C'est le poids de 2 gros SUV, comme des Range Rover. Et ce n'est qu'une seule pièce. Mais leur principal atout, ce n'est pas le poids, mais la manière intelligente dont il est réparti. C'est là leur super pouvoir. Imaginez une barre d'acier pleine et un tube creux de même poids. Le tube sera beaucoup plus résistant à la flexion et à la torsion. Pourquoi ? Parce que tout le matériau se trouve à la périphérie, le plus loin possible du centre. Et c'est précisément là que les plus grandes contraintes apparaissent en sous-charge. Le cœur creux permet simplement d'économiser du poids. C'est le même principe que pour les os des oiseaux, ils sont creux, mais incroyablement solides. Grâce à cela, les profils creux ont le rapport résistance-poids le plus élevé de toutes les formes d'acier de construction. Cela en fait le choix idéal là où une rigidité maximale est requise sans tonnes superflues, dans les flèches de grue, les châssis d'engins lourds, les treillis de pont et même dans les structures des montagnes russes. Du dernier cylindre sort un long tube incandescent, déjà carré. Sur un convoyeur à rouleau, il part vers la table de refroidissement, où il se refroidit lentement, acquérant sa résistance finale, dure comme la pierre. Pendant le refroidissement, le métal peut légèrement travailler. C'est pourquoi chaque tube passe par une machine à dresser, un système de rouleau qui le redresse pour qu'il soit parfaitement rectiligne. Nous avons maintenant un tube parfait, solide, mais très long. C'est l'heure des opérations finales. Une scie énorme, dans un vrombissement assourdissant, en découpe des morceaux de longueur standard, par exemple 6 ou 12 mètres. Chaque tronçon subit un contrôle rigoureux. Des spécialistes vérifient sa géométrie, l'épaisseur des parois, la précision des angles. Ensuite, on le passe aux ultrasons pour s'assurer de l'absence de tout défaut interne caché. Et ce n'est qu'après cela qu'on appose sur le tube un marquage avec toutes les informations le concernant. Les tubes finis et vérifiés sont rassemblés en paquets par des grues robotisées, sanglées avec de solides rubans d'acier et envoyés à l'entrepôt. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la ferraille rouillée au cœur ardent d'un four, après avoir survécu à un perçage brutal et à un formage précis, naît cet humble mais incroyablement solide rectangle d'acier, prêt à devenir le support silencieux mais fiable des créations les plus ambitieuses de l'humanité. Des milliers de tonnes de pression. Une vitesse de plus de 60 mètres par seconde. Et aucun droit à l'erreur. Au cœur d'une usine étincelante, où le grondement des presses se mêle au bruissement du métal,
naît un matériau indispensable dans toutes les cuisines, les hôpitaux et même les fusées spatiales. C'est la feuille d'aluminium, plus fine qu'un cheveu humain, mais solide comme une armure. Comment transformer un lourd bloc d'aluminium en une bande brillante presque transparente? Comment atteindre une épaisseur parfaite de 6 microns, sans plis, fissures ou taches? On va te montrer comment, à partir de métal en fusion, naît la feuille d'aluminium qui conserve la chaleur, la stérilité et même la vie. Regarde bien, tu vas découvrir comment naît la plus fine arme de notre quotidien moderne. Tout commence avec un métal brillant qui a l'air d'avoir été tout juste sorti d'un lac d'argent des dieux. En réalité, c'est de l'aluminium recyclé, canettes de boisson, vieilles structures ou de la matière première issue de la bauxite. On le jette dans d'immenses fours industriels où règne une température d'environ 660 degrés, le point de fusion de l'aluminium. À l'intérieur, il ne fait pas juste chaud, c'est l'enfer. Le métal se transforme lentement en une masse liquide brillante qui ressemble à un miroir fondu. Et c'est là que la magie opère. On ajoute des alliages spéciaux, silicium, cuivre ou manganèse, pour donner à la feuille la dureté, l'élasticité et la résistance thermique nécessaires. C'est en gros la première recette de ce qu'on appellera plus tard la feuille d'aluminium parfaite. Toute cette masse brûlante est versée dans des poches de coulée spéciales, qui partent ensuite vers l'étape suivante. Mais avant de les laisser passer, les opérateurs prélèvent des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est exacte, qu'il n'y a pas d'impureté dans le métal liquide et que la température est parfaite. Ce qui est cool, c'est qu'à cette étape, les systèmes automatisés entrent souvent en jeu. Des capteurs spéciaux contrôlent la température, et un logiciel envoie un signal si quelque chose ne va pas. D'énormes fours à induction peuvent contenir jusqu'à 100 tonnes de métal en une seule fois. Une seule de ces coulées, c'est des centaines de kilomètres de futures feuilles d'aluminium. Impressionnant! L'aluminium, brûlant comme le soleil, qui vient de quitter le four de fusion, ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Emballage de chocolat, casque d'astronaute ou barbecue de jardin. Mais la prochaine étape est claire, le coulage en lingots, ces gros blocs rectangulaires à partir desquels commencera le voyage vers la feuille d'aluminium. Le métal liquide est versé dans des machines de coulée en continu spécial. Elles le refroidissent instantanément, d'une température de plus de 600 degrés à 60 degrés, formant des blocs massifs pouvant atteindre 8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas encore une feuille, pas une bande, juste une ébauche. Mais elle doit déjà être parfaitement homogène, car la moindre petite bulle d'air ou particule étrangère dans la structure, et la feuille craquera plus tard, comme les nerfs avant une deadline. Le contrôle qualité ici est aussi de haute précision. À cette étape, on utilise des diagnostics par ultrasons, un peu comme ceux qu'on fait aux femmes enceintes, sauf que, au lieu d'un bébé, il y a une future feuille d'aluminium. On cherche les défauts internes, micro-fissures, cavités, défauts de remplissage. Dès que les lingots refroidissent, ils sont envoyés pour un traitement mécanique. On égalise la surface, on la polit, on la marque. Ils ne sont plus anonymes. Chaque lingot a son numéro, son histoire et ses caractéristiques. On peut suivre son parcours depuis la coulée jusqu'au rouleau de feuilles d'aluminium fini. Et pendant qu'un lingot part au laminage, un autre est déjà en train de naître. La coulée ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause ni jour férié.
car le monde a besoin de feuilles d'aluminium pour cuire les patates au four, conserver les médicaments et dans certains cas, pour réfléchir les rayons du soleil en orbite terrestre. Alors, le géant d'aluminium part se reposer, mais pour très peu de temps. La première vraie épreuve l'attend, le laminage à chaud. Le lingot est chauffé à nouveau, cette fois-ci jusqu'à 400 degrés Celsius. Il n'est pas encore fondu, mais déjà malléable, comme de la pâte à ravioli. Après ça, il passe à travers d'énormes laminoirs, des cylindres d'acier, grands comme une pièce, qui le compressent avec une force gigantesque, transformant le bloc encombrant en une longue bande brillante. C'est un peu comme étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, sauf que le rouleau tourne à une vitesse allant jusqu'à 100 mètres par minute. Et la force de pression, c'est des centaines de tonnes. À chaque passage, la feuille devient plus fine et plus longue. Si au début son épaisseur étant de presque 60 cm, après quelques passages d'achaux, elle est inférieure à 10 mm. Ce n'est pas encore de la feuille d'aluminium, mais ça ressemble déjà beaucoup à quelque chose de familier. De grandes feuilles brillantes, qui refroidissent et sont enroulées en bobines, pouvant atteindre 150 mètres de long. Et tu sais ce qui est génial? Le laminage à chaud, ce n'est pas juste une simple compression physique. Ce qui compte ici, c'est la structure du grain du métal, son élasticité, sa tension interne. C'est pourquoi le laminage est contrôlé par des ordinateurs spéciaux avec des capteurs de température et des mesureurs d'épaisseur laser. Si quelque chose ne va pas, la ligne s'arrête. Les bobines refroidies sont placées dans des rayonnages spéciaux, comme du champagne dans une cave. Là, elles se reposent un peu, évacuant le stress du laminage, pour ne pas craquer ensuite à mi-chemin du supermarché. Après le laminage à chaud, la bobine d'aluminium ressemble à une tôle de toit de supermarché. Rugueuse, même si elle brille. Mais tu ne peux pas encore appeler ça de la feuille d'aluminium. Il faut la magie de la précision. Et cette magie, c'est le laminage à froid qui la crée. Cette fois, on ne réchauffe pas le métal. Au contraire, la bande est passée dans des laminoirs de haute précision, à température ambiante, où elle est comprimée encore plus fort par les rouleaux. La chaleur n'est pas nécessaire, car après le chauffage et l'étirement précédent, l'aluminium est devenu suffisamment plastique pour se plier sous la force même sans réchauffement supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. L'épaisseur diminue jusqu'à 0,2 mm et parfois encore plus finement. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Imagine qu'une feuille aussi fine puisse être enroulée en une bobine longue de 20 km. Et tout ça à partir d'une seule ébauche. Le processus ressemble à un jeu délicat entre les rouleaux d'acier et le métal fragile. Mais la moindre erreur, et la feuille se déchire ou se froisse. C'est pourquoi le contrôle est presque de l'orfèvrerie ici. Ultrasons, lasers, scanners optiques. Tout travaille en synchronisation pour que la bande reste parfaitement droite, lisse, sans micro-fissures, ni bosses. Et un autre détail, le brillant miroir de la feuille d'aluminium. Ce n'est pas de la peinture ou du vernis. C'est le résultat du laminage par paire. Deux feuilles ensemble, les côtés brillants vers l'extérieur. Celles qui sont en contact avec les rouloirs deviennent mates et les extérieures brillantes. Ensuite, on les sépare simplement. D'ailleurs, c'est précisément dans ce processus que naissent la feuille d'aluminium ménagère, l'emballage pharmaceutique, la feuille pour les yaourts, le chocolat, le café, et aussi la feuille isolante pour l'espace et les voitures électriques. Tout ça, c'est le même matériau, juste traité et coupé différemment. Et dès que la feuille atteint l'épaisseur voulue, elle est trempée dans des fours pour éliminer les tensions internes et préparée pour l'étape finale, la découpe et l'emballage.
Chaque année, dans le monde, plus de 60 millions de tonnes de rails sont produites. C'est plus de 4 millions de kilomètres d'acier qui s'étendent à travers les continents. Mais que diriez-vous si on vous disait que chaque rail est le résultat d'un rituel de feu, d'acier et de chimie, où même une seule molécule de trop peut tout faire échouer? Des températures plus élevées que la lave d'un volcan, un polissage précis au dixième de millimètre près, une soudure plus chaude que le magma. Ce n'est pas juste du métal, c'est le fondement de la vitesse, de la fiabilité et d'un grand secret. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qui se cache à l'intérieur de chaque rail. Et pourquoi cette connaissance n'est pas à la portée de tous. D'abord, il faut créer le bon alliage d'acier. On charge dans le haut fourneau de la ferraille, du minerai de fer, du coke et du calcaire, les matières premières qui se transformeront en futurs rails. La température dans le haut fourneau atteint plus de 1500 degrés. Sous cette chaleur infernale, le métal devient liquide, prenant la couleur d'un soleil incandescent. Les ouvriers surveillent attentivement la composition. Même un dixième de % de carbone en trop peut rendre le rail cassant ou trop mou. Après la fusion, l'acier en fusion est coulé dans des moules, des lingotières métalliques qui forment des blocs rectangulaires, appelés lingots ou brames. Ils ne ressemblent pas encore à un rail. Ce sont juste des barres de plusieurs mètres de long et de plus de 30 cm de large. Après la coulée, chaque ébauche refroidit, mais pas complètement. On la garde chaude pour réduire les contraintes pendant le laminage. Cette étape est la base de tout. Si l'acier est de mauvaise qualité, même un laminage parfait ne sauvera pas la situation. Le contrôle ici est donc quasi rituel. Les chimistes vérifient la composition. Les métallurgistes contrôlent la température. Des capteurs automatiques enregistrent l'uniformité du refroidissement. Et seulement lorsque tous les paramètres coïncident, l'ébauche est envoyée plus loin, dans la fournaise ardente de l'atelier de laminage. Dans l'atelier de laminage, des barres massives, pouvant atteindre 20 mètres de long, sont chauffées dans des fours à plus de 1200 degrés Celsius. Le métal devient plastique, comme de la pâte, mais conserve sa densité et sa résistance. L'ébauche chaude est immédiatement envoyée dans des laminoirs réversibles. Ce sont d'énormes machines avec de lourds cylindres. Elles y passent plusieurs fois, d'abord pour réduire l'épaisseur, puis pour lui donner la bonne forme. Chaque passage est une compression et un étirement du métal, qui se transforme progressivement d'une simple barre en un futur rail au profil complexe, avec un champignon, la tête, une âme, le cou, et un patin, la base. Pour obtenir une géométrie précise, on utilise un laminage de finition appelé calibrage. C'est comme une finition de la forme, où les tolérances ne dépassent pas 3/10 de millimètre. Juste après le laminage, les rails encore chauds subissent un processus de refroidissement. On les souffle uniformément avec de l'air, ou on les laisse refroidir à l'air libre. Il est crucial que le refroidissement soit symétrique, sinon le métal pourrait se déformer. Pour assurer un trajet fluide et sans choc à grande vitesse, les rails individuels sont soudés en longues sections, jusqu'à 400 mètres sans aucun joint. La méthode principale est la soudure par aluminothermie. Dans un moule spécial, on laisse un espace de quelques millimètres entre deux rails. On y verse un mélange d'acier en fusion, obtenu par la réaction de poudre d'aluminium avec de l'oxyde de fer. La température atteint jusqu'à 2500 degrés. Ce métal en fusion pénètre dans les deux parties du rail et enveloppe la zone de jonction. Quand il se solidifie, il forme une liaison monolithique, plus solide que le rail lui-même. Ensuite, l'excès de métal est à couper et la zone de soudure est polie pour obtenir un niveau parfait, sans la moindre saillie.
chaque joint est contrôlé par ultrasons ou par courant de Foucault pour s'assurer qu'il ne reste aucune microfissure cachée. Ces longs rails sont plus faciles à transporter qu'il n'y paraît. On les enroule sur des tourèbes spéciaux ou on les transporte sur des wagons à plateforme pivotante. Et une fois sur le chantier, les sections sont à nouveau assemblées, cette fois par soudure ou à l'aide de joints boulonnés spéciaux. Le résultat, un fil de rail qui s'étend sur des kilomètres, sans le moindre clic-clac. Ce même glissement silencieux que nous tenons pour acquis dans les trains à grande vitesse. Mais d'abord, après le laminage et la soudure, les rails sont encore vivants. Des contraintes résiduelles demeurent à l'intérieur du métal et la structure des grains doit être stabilisée. C'est là qu'intervient le traitement thermique, qui confère au rail sa résistance, sa durabilité et sa longévité. Et ça ressemble presque à une séance de spa métallurgique. Le rail est rapidement chauffé à haute température, environ 1000 degrés. Cela se fait dans des fours longs de plusieurs dizaines de mètres où la température est contrôlée au degré près. À ce moment, le réseau cristallin de l'acier passe à un nouvel état, l'austénite. Mais le plus important commence après. Le rail est refroidi instantanément. Des jets d'eau à haute pression sont dirigés le long du champignon et de l'âme, précisément la partie sur laquelle roule la roue. La température chute de manière fulgurante et dans la structure du métal se forme la martensite, une phase extrêmement dure et résistante à l'usure. Mais pour éviter la fragilité, le rail est à nouveau chauffé lentement, puis refroidi. Cela équilibre la structure, élimine les contraintes internes excessives et garantit que le rail résistera au gel, à la chaleur et à des milliers de trains par jour. Au final, le métal conserve sa forme et supporte une pression de plusieurs dizaines de tonnes par pouce carré sans se déformer. Avant que le rail ne prenne la route, il subit toute une série de tests rigoureux, comme s'il postulait pour rejoindre l'armée des transports à grande vitesse. Dans des laboratoires spécialisés, on vérifie sa résistance, sa dureté, sa géométrie et ses défauts internes. D'abord, le contrôle par ultrasons. On envoie des ondes à haute fréquence dans le rail. S'il y a une micro-fissure ou une cavité à l'intérieur, le signal est réfléchi et révèle le problème. Ensuite, la mesure de la dureté sur toute la longueur, pour s'assurer que le traitement thermique a été uniforme. En parallèle, on vérifie la rectitude et le profil. Des capteurs laser scannent chaque pouce, détectant même les plus légères déformations qui pourraient causer des vibrations ou de l'usure. Et pour finir, les tests de flexion et de choc. Un fragment de rail est soumis à une pression des dizaines de fois supérieure au poids d'un train, pour s'assurer qu'il relèvera tous les défis sur son parcours. Quand le rail a passé avec succès tous les tests, vient le moment du voyage le plus responsable, vers le site de pose. Mais comment transporter ces gigantesques bandes de métal, longues de plus de 90 mètres? Les camions ordinaires n'y arriveraient pas. On utilise ici des wagons plateformes spéciaux avec des supports incurvés qui réduisent les contraintes et empêchent le rail de fléchir ou de vibrer pendant le transport. Parfois, les rails sont transportés déjà soudés en sections encore plus longues, de 400 à 600 mètres. Avant la pose, les rails sont chauffés ou refroidis en fonction de la température ambiante. C'est nécessaire pour compenser la dilatation et la contraction thermique du métal. Sinon, par temps chaud, il se déformerait et par temps froid, des fissures se formeraient. En pratique, chaque rail est posé en tenant compte de ces changements physiques, généralement à un point de contrainte thermique nul. Chaque année dans le monde,
plus de 400 000 km de fils à haute tension sont installés, assez pour faire 10 fois le tour de la Terre. Mais comment, à partir d'un métal en fusion semblable à un volcan, naît un fil capable de résister aux tempêtes, au gel et à une tension de plusieurs milliers de tonnes? Que se cache-t-il à l'intérieur de ces veines argentées? Et comment une seule filière peut-elle gâcher des kilomètres de production? Et surtout, quel pays contrôle réellement la majorité du marché mondial des fils d'aluminium? Écrivez dans les commentaires si de tels fils sont produits dans votre pays. Et à la fin de la vidéo, nous vous montrerons ce que même les usines ne montrent pas. Tout commence, comme il se doit pour les choses sérieuses, par le feu. Plus précisément, par la fusion des métaux destinés à devenir les conducteurs d'énergie pure sur des centaines de kilomètres. Le matériau principal des fils à haute tension est l'aluminium, parfois allié à du magnésium, du silicium ou du fer pour en augmenter la résistance. Il est léger, bon conducteur de courant, pas trop cher, et surtout, il résiste aux conditions extérieures. Vent, pluie, gel, ultraviolet. Tout débute dans un four à induction ou à arc électrique, où des lingots d'aluminium ou de la matière première recyclée sont fondus à plus de 660 degrés Celsius. Mais fondre ne suffit pas. Il faut purifier le métal de ses impuretés, stabiliser sa structure, homogénéiser sa composition. Pour cela, on ajoute des fondants qui font remonter les scories à la surface, ainsi qu'un gaz inerte qui élimine l'hydrogène et l'oxygène du bain de fusion. L'aluminium chaud est coulé dans des cristalliseurs, où se forme un lingot continu, une longue et épaisse tige de métal, parfois de 20 ou 30 cm d'épaisseur, à partir de laquelle le fil sera ensuite étiré. On appelle cela la coulée continue, car le processus ne s'arrête pas. Le métal en fusion est alimenté en permanence, et le lingot avance, se solidifiant lentement. À ce stade, le futur fil ne se ressemble pas encore. C'est une billette massive, brillante, tiède, semblable à la colonne vertébrale d'un titan endormi. Quand le métal a déjà pris forme et s'est solidifié, ce n'est pas encore un fil. C'est juste un muscle sans fibres. Et pour qu'il devienne flexible, résistant et long, il faut l'étirer. Cette étape est l'une des plus cruciales de la production. L'énorme lingot d'aluminium, semblable à un tronc d'arbre métallique épais, est progressivement étiré à travers un système de filières, c'est-à-dire des orifices spéciaux au diamètre ultra précis. C'est comme faire passer un corps par des portes de plus en plus étroites, des dizaines de fois. Chaque filière comprime le métal et l'étire en un profil plus long et plus fin. Ce processus s'appelle le tréfilage. Et bien qu'il se déroule sur un équipement de haute technologie, il est étonnamment intuitif. L'aluminium devient ce qu'il doit être à travers une pression et un étirement répété. Chaque passage réduit le diamètre de quelques millimètres, mais ajoute des mètres de longueur. En même temps, il est essentiel de ne pas surchauffer le métal. Le frottement pourrait lui faire perdre sa plasticité et le faire craquer. C'est pourquoi les tréfileuses sont équipées de systèmes de refroidissement qui arrosent le fil d'huile ou d'eau additionnée, maintenant une température stable. Parfois, à ce stade, on ajoute une âme en acier au fil. C'est un câble fin et résistant qui sert de colonne vertébrale. Un tel fil est alors appelé conducteur en aluminium à âme d'acier, ACSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced. L'aluminium assure la conductivité, et l'acier, l'endurance face au vent, au givre et à la tension sur des kilomètres. Finalement, d'un lingot épais et silencieux naît un fil de lumière, brillant, droit, lisse. Il passe un contrôle de diamètre, est enroulé sur des bobines, pesé. Et si tout est bon,
il passe à l'étape suivante, le toronnage et la formation du câble. Que se passe-t-il ensuite? Les longs fils d'aluminium sont rassemblés en faisceaux, généralement de 6 à 61 brins, dans un seul conducteur. On les tresse en hélice, chaque couche tournant dans le sens opposé à la précédente, pour que le câble ne se détorde pas, ne se déforme pas sous la charge et conserve sa flexibilité. Au centre, on trouve parfois une âme en acier, un câble rigide autour duquel, comme des fibres musculaires, s'enroulent les brins d'aluminium. Il ne conduit pas le courant, mais supporte le poids et assure la stabilité. C'est particulièrement important pour les lignes qui traversent des rivières, des champs, des montagnes, quand chaque portée s'étend sur des centaines de mètres. Une grande machine à toronner, semblable à un fuseau géant, travaille sans relâche. Elle tourne, tend, redresse. Le machiniste observe à travers un panneau transparent si une spirale n'est pas devenue trop serrée ou trop lâche. Car même une erreur d'1 millimètre sur 10 km de fil, c'est déjà une menace. Bien que l'aluminium ne craigne pas la corrosion, on applique souvent un revêtement supplémentaire sur le fil. Parfois, les fils ont une protection thermique ou une résistance à la surchauffe. On les utilise sur des sections à forte charge où la température du conducteur peut atteindre 150 degrés et plus. Dans ces cas, on choisit de l'aluminium résistant à la chaleur ou des âmes composites en fibre de carbone. Avant que le fil ne quitte la ligne de production, il est soumis à des tests qui simulent tout ce qui lui arrivera au cours de ses années de service. On l'étire jusqu'à sa limite. On le charge avec une masse, on le tord et on le plie. C'est pour savoir s'il supportera la tension entre deux pylônes, s'il ne se désagrégera pas après 1000 cycles de vibration dus au vent. Ensuite, on branche le conducteur à une source de haute tension et on le chauffe à sa température de fonctionnement. On regarde si la structure ne commence pas à fluer, si le revêtement ne se décolle pas. On vérifie également la résistance du fil au courant. Idéalement, presque aucune, car moins il y a de résistance, moins il y a de pertes dans le système. Pour finir, on place un morceau de fil dans une chambre avec du brouillard, du sel, des ultraviolets, et on le laisse là pendant plusieurs semaines. S'il rouille ou perd sa flexibilité après ça, il n'ira pas sur le terrain. Le fil fini est enroulé sur d'énormes tourets, des bobines pesant jusqu'à plusieurs tonnes. Un seul touret, c'est plusieurs kilomètres de conducteurs, soigneusement disposés en couches. Chacun a son passeport. Composition, date, test, lot, conditions de stockage. Car un fil, ce n'est pas juste un fil. C'est une œuvre d'ingénierie avec du caractère, qui doit fonctionner pendant des décennies sans aucun droit à l'erreur. Ensuite, camion, train, bateau. Et il part pour l'endroit où il sera tendu entre des pylônes, monté par des spécialistes, mis à la terre, connecté. Et dès qu'on mettra la tension, il se mettra à chanter d'un léger bourdonnement, à peine perceptible dans l'air. Ce sera le son confirmant que la lumière arrivera là où on l'attendait. Chaque année, plus de 150 millions de mètres cubes de contreplaqué sont produits dans le monde, assez pour faire plusieurs fois le tour de la Terre avec un train longeant l'équateur. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment, à partir d'une grume brute, naît une feuille parfaitement lisse qui deviendra une partie de votre table ou de votre bateau? Ce processus ressemble au déroulement magique d'un rouleau de bois, et il cache plus de mystère qu'il n'y paraît. Attendez la fin, car c'est là que nous vous montrerons une étape secrète dont on ne parle même pas lors des visites guidées, et qui change à jamais votre vision du travail du bois.
Tout commence en forêt, où l'on sélectionne les meilleurs spécimens pour la production de contreplaqué. Il faut des troncs parfaitement droits, cylindriques, sans trop de nœuds ni de défauts, principalement du bouleau, de l'aulne, du pin ou d'autres essences. Après leur livraison à l'usine, les grumes subissent une première étape de préparation très importante, le traitement hydrothermal. Elles sont immergées dans d'immenses bassins d'eau chaude, où elles passent plusieurs heures, parfois même une journée entière. Ce véritable spa pour grumes a un but purement pratique. L'eau chaude ramollit le bois, le rendant plus plastique et plus souple. Sans cela, la suite du traitement serait impossible, car le bois froid s'effriterait et se briserait simplement. Après ce bain, les grumes sont acheminées vers une ligne où on les écorce. Des machines spéciales nettoient le tronc rapidement et efficacement, laissant une surface lisse et claire. Ensuite, les grumes sont débitées en billons de longueur standard, prêtes pour l'étape principale de leur transformation. Le cœur de tout le processus de fabrication du contreplaqué, c'est la dérouleuse. C'est ici que se produit quelque chose d'incroyable, qui contredit notre perception habituelle du travail du bois. La grume préparée, serrée aux deux extrémités, se met à tourner à une vitesse vertigineuse autour de son axe. Un long couteau, affûté comme une lame de rasoir et installé parallèlement à l'axe de rotation, s'approche lentement. En pénétrant dans le bois, il ne commence pas à enlever des copeaux, mais une bande continue et ininterrompue d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est comme si on déroulait un rouleau géant d'essuie-tout. La machine déroule littéralement le tronc, tel un parchemin ancien, transformant un cylindre volumineux en une bande plate et longue. Cette bande s'appelle le plaquage. La longue feuille de plaquage avance sur un convoyeur, où des cisailles géantes la découpent en feuilles de taille standard. De la grume, il ne reste qu'un fin cylindre central, appelé le crayon, qui sera ensuite utilisé pour d'autres besoins. Le plaquage fraîchement déroulé est gorgé d'humidité, ce qui est l'ennemi de la solidité et de la stabilité du futur contreplaqué. L'étape suivante, obligatoire, est donc le séchage. Les feuilles de plaquage sont introduites dans de longs séchoirs à plusieurs niveaux. À l'intérieur, comme sur les étagères d'une armoire géante, les feuilles avancent lentement sur un convoyeur, tandis que de l'air chaud les souffle intensément de tous côtés. La température et la vitesse de l'air sont rigoureusement contrôlées pour sécher le plaquage de manière uniforme et éviter qu'il ne se fissure ou ne se déforme. En quelques minutes, les feuilles humides et flexibles deviennent des pièces légères, un peu cassantes et parfaitement sèches, prêtes pour le collage. À cette étape, les feuilles de plaquage séchées sont triées par qualité. Elles passent ensuite dans une encolleuse. Des rouleaux spéciaux, immergés dans un bain de colle synthétique, généralement à base de résine, phénol-formaldéhyde ou urée-formaldéhyde, appliquent sur une face d'une feuille sur deux un film uniforme et collant. Ensuite commence le processus de formation du paquet. On pose une feuille de plaquage sèche sur une table. Par-dessus, on place une feuille enduite de colle. Et c'est ici que réside le grand secret. Chaque feuille de plaquage suivante est posée de manière à ce que la direction de ses fibres soit perpendiculaire à celle de la précédente. Si les fibres de la première feuille sont dans le sens de la longueur, celles de la deuxième sont dans le sens de la largeur, celles de la troisième à nouveau dans la longueur, et ainsi de suite. Cette structure croisée est la clé de la résistance du contreplaqué. Elle paralyse la tendance naturelle du bois à se fendre le long des fibres et répartit la charge uniformément sur toute la surface de la feuille.
C'est précisément pour cette raison que le contreplaqué est aussi résistant dans toutes les directions. Le nombre de couches dans un paquet est toujours impair, afin que la structure soit symétrique et que les couches extérieures aient la même orientation de fibres. Les paquets de plaquage ainsi formés sont acheminés vers la section la plus puissante de la production, la presse à chaud. C'est une structure colossale à plusieurs étages, entre les plateaux de laquelle on charge simultanément plusieurs dizaines de futures feuilles de contreplaqué. Lorsque la presse est chargée, les plateaux commencent à se rapprocher. Avec une force énorme, atteignant des dizaines de kilogrammes par centimètre carré, les plateaux comprimant les paquets de plaquage, les transformant en blocs denses et fins. Simultanément, les plateaux sont chauffés à une température de 150 degrés Celsius. Sous l'effet de la haute pression et de la température, la colle se polymérise, pénétrant dans les pores du bois et liant les couches de manière indissociable en un monolithe incroyablement résistant. Le processus de pressage dure quelques minutes, après quoi naît le panneau de contreplaqué fini. Les panneaux de contreplaqué, encore chauds, sortent de la presse et sont empilés pour un refroidissement progressif. C'est important pour éviter les tensions internes dans le matériau. Après refroidissement, les panneaux subissent une finition finale. De puissantes scies circulaires équarristent les bords, donnant aux panneaux des dimensions géométriques précises. Vient ensuite le tour du ponçage. Les panneaux passent dans des ponceuses à bandes abrasives continues, qui rendent leur surface parfaitement lisse et plane. Après cela, chaque panneau subit un contrôle qualité rigoureux. Les inspecteurs l'examinent à la recherche de défauts, délaminages, nœuds, fissures, taches de colle. Selon la qualité de sa surface, le contreplaqué se voit attribuer une certaine classe et un marquage correspondant est appliqué. Les piles de contreplaqué finies, triées et emballées sont envoyées à l'entrepôt pour devenir ensuite des meubles, des maisons, des navires et d'innombrables autres constructions, démontrant au monde entier comment l'intelligence humaine peut perfectionner la nature elle-même. L'échelle mondiale de la production est également impressionnante. Chaque année, plus de 150 millions de mètres cubes de contreplaqué sont produits dans le monde. Si l'on chargeait toute cette quantité dans des wagons de chemin de fer, le train ainsi formé ferait plusieurs fois le tour de notre planète le long de l'équateur. Le crayon, qui reste après le déroulage du plaquage, est un exemple frappant de la manière dont la production moderne vise le zéro déchet. Ce n'est pas un déchet, mais une matière première précieuse, pour laquelle il existe plusieurs voies de valorisation bien définies. Son destin dépend de son épaisseur et de la qualité du bois. Si le cylindre est suffisamment massif, il est envoyé sur une ligne de sciage où il trouve une seconde vie sous forme de bois d'œuvre. On en découpe de petites planches et des tasseaux, parfaits pour créer les structures invisibles mais robustes des canapés et des fauteuils, les pieds de chaises, les éléments de lit d'enfant ou les palettes en bois. Chaque année, dans le monde, on ne fabrique que quelques centaines de machines de guerre capables de changer le cours d'un conflit. L'AH-64 Apache en fait partie. Ce n'est pas juste un hélicoptère, c'est un prédateur high-tech du ciel, capable de voir dans le noir, de frapper au-delà de l'horizon et d'encaisser des coups qui mettraient en pièces n'importe quelle autre machine. Son cœur est forgé d'aluminium, de titane et de composite. Et son cerveau, c'est de l'électronique de pointe. Mais il y a un détail, dont on ne parle jamais dans les sources publiques. Reste jusqu'au bout, et tu découvriras un secret qui changera à jamais ta vision de l'Apache. Concevoir un AH-64 Apache, c'est un processus incroyablement complexe et itératif, qui dure des années
et mobilise des centaines d'ingénieurs et de spécialistes. À ce stade, on utilise les technologies informatiques les plus avancées, notamment les systèmes de conception assistés par ordinateur. Grâce à eux, on crée des modèles tridimensionnels ultra détaillés de chaque pièce de l'hélicoptère, du fuselage massif jusqu'aux plus petits boulons et conduites hydrauliques. Cette approche permet de réaliser des dizaines de tests virtuels. Les ingénieurs utilisent l'analyse par éléments finis pour simuler les contraintes sur chaque pièce, vérifier sa résistance aux vibrations, aux hautes températures et aux forces aérodynamiques. Cela permet de détecter et de corriger les défauts potentiels bien avant la construction du premier prototype physique, réduisant ainsi le temps de développement et le coût de production. En parallèle de la modélisation virtuelle, on procède à un choix de matériaux extrêmement rigoureux. Rien n'est laissé au hasard. Chaque matériau est sélectionné en fonction de sa contribution à la solidité, à la légèreté et à la durabilité de l'appareil. La structure principale de l'hélicoptère repose sur des alliages d'aluminium à haute résistance, comme la série 70-75, offrant un équilibre optimal entre solidité, poids et résistance, parfait pour les éléments structurels du fuselage. Pour les pièces critiques, soumises à des charges extrêmes, réducteurs, fixation du rotor, section blindée, on utilise le titane. Plus résistant que l'acier, plus léger aussi, et capable de supporter la corrosion, comme les hautes températures. C'est la clé pour rester fiable en conditions de combat. Impossible d'imaginer l'Apache moderne sans les matériaux composites à base de fibres de carbone et de fibres de verre. Ces composites servent pour les pales du rotor principal et du rotor de queue, certaines parties du fuselage et l'empennage arrière. Leur atout majeur, une résistance incroyable pour un poids minimal. Grâce à eux, on réduit la masse globale, tout en donnant aux pièces des formes complexes et profilées, améliorant l'aérodynamique et réduisant la signature radar. La construction modulaire, assembler le puzzle de guerre. Le fuselage de l'AH-64 Apache, malgré son allure monolithique, est en réalité constitué de nombreuses sections fabriquées séparément dans différents ateliers, puis assemblées. Cette approche modulaire est la clé pour garantir précision, qualité et efficacité. Tout commence par la fabrication de la section avant, le cockpit. Véritable centre nerveux, on y installe d'abord les tableaux de bord, ordinateur de bord, câblage complexe et système de contrôle de vol, avant de la raccorder au reste. Travailler sur une section indépendante permet aux techniciens d'avoir un accès complet à tous les composants, facilitant ainsi installation, réglage et vérification. Vient ensuite la section centrale, véritable colonne vertébrale. Elle accueille les moteurs, la transmission principale et les réservoirs de carburant. On y fixe aussi les blindages protégeant l'équipage. Cette section subit les charges les plus importantes en vol, d'où l'utilisation des alliages les plus robustes et d'un contrôle qualité impitoyable. On fabrique aussi séparément la poutre arrière, qui supporte le rotor de queue. Elle doit être à la fois légère et extrêmement rigide pour transmettre le couple du réducteur principal et résister aux fortes vibrations. Une fois toutes les sections prêtes, elles partent sur la ligne d'assemblage finale. C'est là que les maîtres artisans assemblent tout, avec des gabarits ultra précis, pour que tout s'emboîte au millimètre. On fixe les sections par des milliers de rivets et de boulons haute résistance. Cette construction modulaire simplifie l'assemblage et facilite grandement l'entretien. Une section endommagée peut être remplacée sans démonter tout l'hélicoptère.
Une fois le fuselage assemblé, on y fixe les ailes latérales, le train d'atterrissage et d'autres équipements. Ce n'est qu'après cela que l'Apache passe à l'étape suivante: installation des moteurs, rotors, systèmes électroniques et armement. Cette méthode séquentielle et réfléchie garantit la fiabilité et l'efficacité de l'AH-64 Apache tout au long de sa carrière. Le développement de l'Apache a commencé dans les années 1970. Premier vol en 1975, mais entré en service seulement en 1986. En plus de 30 ans, on a produit plus de 2464 Apache. Il reste l'hélicoptère d'attaque principal de nombreux pays. Son nom, Apache, a été choisi en hommage à une tribu amérindienne, selon la tradition de l'armée américaine, qui donne à ses hélicoptères des noms de peuples autochtones. L'une des forces majeures de l'Apache, c'est son système de visée avancée. Il inclut le système de détection et de désignation de cibles, avec capteur de vision nocturne pour pilote. En anglais, Target Acquisition and Designation Site / Pilot Night Vision Sensor. Ce sont, en quelque sorte, les yeux de l'hélicoptère. Ils permettent à l'équipage de repérer, identifier et engager des cibles de jour comme de nuit, et même par mauvais temps. Les images des capteurs s'affichent directement sur les viseurs de casque des pilotes, qui peuvent ne pointer les armes, simplement en tournant la tête. Les versions les plus récentes, comme l'AH-64 Delta ou Echo, sont équipées du radar Longbow, monté au-dessus du rotor principal. Ce radar peut détecter jusqu'à 1000 cibles mobiles et les classer en quelques secondes, même si l'hélicoptère est caché derrière une colline. Résultat, l'équipage peut engager l'ennemi sans s'exposer, un avantage tactique énorme. Chaque année, des millions de mètres cubes de polystyrène expansé sont produits dans le monde, un matériau sans lequel la construction moderne et l'emballage seraient impensables. Léger, isolant et, en apparence, simple. Il cache en réalité une chaîne chimique complexe, où chaque granule se dilate des dizaines de fois. Mais il y a un détail que l'on ne trouve jamais dans les manuels ordinaires. Dans chaque minuscule bille se cache un gaz capable de la transformer en une structure duveteuse mais solide. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez un secret qui changera votre perception de ce matériau banal mais étonnant. Le polystyrène expansé est fabriqué à partir de petites billes spéciales de polystyrène. C'est comme de la semoule, mais en plastique. Pour fabriquer ces billes, on prend une substance chimique, l'éthylbenzène, et on la chauffe jusqu'à ce qu'elle se transforme en styrène. Ensuite, ce styrène est mélangé à de l'eau et à une substance spéciale qui aide à former de minuscules gouttelettes. On chauffe à nouveau ces gouttelettes et on ajoute un autre adjuvant, qui fait que les gouttelettes s'agglomèrent en de longues chaînes et deviennent des billes de plastique solide. Mais ce n'est pas tout. Dans chaque bille, on injecte un peu de gaz, du pentane ou du dioxyde de carbone. Ce gaz agit comme un petit dispositif explosif à l'intérieur de la bille. Quand on chauffera les billes plus tard, le gaz se dilatera et fera gonfler la bille, comme un ballon. C'est ainsi que naît le polystyrène expansé, un tas de billes gonflées, collées ensemble. La première étape essentielle de la production de polystyrène expansé est la pré-expansion des granulés de polystyrène. Les granulés sont chargés dans une chambre spéciale, le pré-expanseur, où ils sont exposés à de la vapeur d'eau à une température de 100 à 110 degrés Celsius. Sous l'effet de la vapeur, le pentane à l'intérieur des granulés commence à se dilater, augmentant leur taille de 20, voire 50 fois. Ce processus peut être réalisé en une ou plusieurs fois, selon la densité souhaitée du produit final.
Lors d'une expansion multiple, les granulés subissent plusieurs cycles de chauffage et de refroidissement, ce qui permet de contrôler plus précisément leur taille et leur structure. La température et la durée du traitement sont soigneusement régulées. Même de légers écarts peuvent entraîner une hétérogénéité de la structure du matériau. Après l'expansion, les granulés se transforment en billes légères à la structure poreuse. À ce stade, il est crucial d'assurer un refroidissement uniforme pour éviter la déformation ou l'agglomération des granulés entre eux. Les granulés pré-expansés nécessitent un conditionnement, un processus qui permet de stabiliser leur structure. Cette étape est critique pour la qualité du produit final. Les granulés sont stockés dans des silos spéciaux pendant 24 heures, à température ambiante et à une humidité contrôlée. Pendant le conditionnement, plusieurs processus importants se déroulent. Premièrement, la vapeur résiduelle à l'intérieur des granulés se condense, créant une dépression partielle. Deuxièmement, l'air ambiant pénètre progressivement à l'intérieur des granulés par des micropores, compensant la pression. Ce processus assure la stabilité de la taille des granulés et les prépare pour l'étape suivante du moulage. La qualité du conditionnement influence directement la solidité de la liaison entre les granulés dans le produit fini. Des granulés insuffisamment conditionnés peuvent entraîner la formation de points faibles dans la structure du polystyrène ou même le délaminage des blocs. L'étape la plus cruciale est le moulage des blocs de polystyrène. Les granulés conditionnés sont acheminés vers des moules métalliques spéciaux, les blocs moules, qui peuvent avoir différentes tailles selon les besoins de la production. Les dimensions de blocs les plus courantes sont 1000 par 500 par 1000 mm ou 1000 par 1200 par 1000 mm. Dans le bloc moule, les granulés sont à nouveau exposés à de la vapeur d'eau à une température de 110 degrés. La vapeur est injectée par des orifices spéciaux dans les parois du moule, assurant un chauffage uniforme sur tout le volume. Sous l'effet de la vapeur, les granulés se dilatent davantage et fusionnent entre eux, formant un bloc monolithique. Le processus de moulage dure de 8 à 15 minutes, selon la taille du bloc et la densité souhaitée. Il est essentiel de maintenir une distribution uniforme de la vapeur, car un chauffage inégal peut entraîner la formation de zones denses et de zones lâches dans le bloc. La pression de la vapeur est également soigneusement contrôlée. Une pression excessive pourrait déformer le bloc ou le détruire. Après le moulage, les blocs de polystyrène subissent un refroidissement contrôlé. Ce processus n'est pas moins important que les étapes précédentes, car un refroidissement rapide ou inégal peut entraîner des tensions internes et la déformation des blocs. D'abord, les blocs sont refroidis à l'eau jusqu'à une température de 40 ou 50 degrés, puis ils sont laissés à l'air libre jusqu'à refroidissement complet à température ambiante. L'ensemble du processus de refroidissement prend environ 5 heures. Pendant le refroidissement, la structure des blocs se stabilise, les tensions internes disparaissent et la porosité finale du matériau se forme. Après refroidissement, les blocs sont stockés en entrepôt pendant 48 heures. Cela permet au matériau de reposer, d'achever tous les processus internes de stabilisation et d'acquérir ses propriétés physico-mécaniques finales. Les blocs de polystyrène fini subissent un usinage mécanique pour leur donner un aspect commercial et les dimensions requises. D'abord, les blocs sont équarris sur des machines spéciales à fil chaud, éliminant les irrégularités et formant des dimensions géométriques précises. Ensuite, les blocs sont découpés en plaques de l'épaisseur souhaitée. Pour cela, on utilise des machines de découpe thermique à commande numérique qui garantissent une grande précision des dimensions et une surface lisse.
Le fil chaud est chauffé à une température de 200 degrés et coupe facilement le polystyrène sans déformer sa structure. Les usines modernes utilisent des lignes automatisées capables de produire des plaques d'épaisseur variée, de 20 à 500 mm. La précision de la découpe est de plus ou moins 1 mm, ce qui correspond aux normes de qualité les plus élevées. Chaque lot de produits finis subit un contrôle qualité obligatoire. On vérifie la densité du matériau, sa résistance à la compression et à la flexion, sa conductivité thermique, son absorption d'eau et sa stabilité dimensionnelle. Ces indicateurs doivent être conformes aux exigences des normes nationales et internationales. Une attention particulière est accordée à la vérification des dimensions géométriques des plaques et de la qualité de la surface. Les plaques présentant des défauts, fissures, irrégularités ou écarts de dimension sont rejetées et renvoyées au recyclage. Les plaques de polystyrène finies sont emballées dans un film polyéthylène pour les protéger des dommages mécaniques et de l'humidité. L'emballage contient également une étiquette avec des informations sur la marque du polystyrène, ses principales caractéristiques et sa date de production. L'ensemble du cycle de production du polystyrène, de la matière première au produit fini, dure de 2 à 3 jours et exige un respect strict des paramètres technologiques à chaque étape. C'est ce qui garantit la haute qualité et la fiabilité de ce matériau largement utilisé dans la construction moderne.